Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Evergrande, nous allons parler du Bitcoin et de tout l'impact de ce géant sur le marché mondial, macroéconomique et puis aussi sur le monde des crypto-monnaies. Alors, sachez déjà que cette vidéo que nous allons faire aujourd'hui, c'est juste, on va dire, un événement que nous avions déjà annoncé ici en 2021, quand nous avons fait la première vidéo sur Evergrande. Voilà la chute qui était déjà évidente, que nous avons annoncé ici sur la même chaîne. Alors, disant que les gens devaient se préparer, que voilà, ce géant de l'immobilier chinois allait faire faillite. Alors, c'est chose effective aujourd'hui. Voilà, Evergrande vient de déposer le bilan. Alors, se faire enregistrer auprès du régulateur américain, se déclarant en faillite afin que on ne puisse pas l'emmerder par rapport aux différentes créances. Alors, nous allons un temps soit peu revenir là-dessus. Pour dire que il y a des informations qui sont données et quelques années après, ces informations voient le jour. Et donc, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez le cloche de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, pour rappel, Evergrande est un géant de l'immobilier au niveau de la Chine. Alors, cette entreprise a été créée par Xu au niveau, on va dire, au cours de l'année 2016. Alors, au cours de l'année 1996, que cette entreprise a vu le jour en 96. L'entreprise en 2009 est rentrée en bourse. Et cette bourse, dès que ça a été déjà suite à Lehman Brothers, qui était aussi le géant de l'immobilier au niveau des États-Unis, lui aussi qui a chuté. Lorsque lui il a chuté, alors il a entraîné aussi plusieurs entreprises dans sa chute. Alors d'où la création du Bitcoin en 2009. Et dès que Lehman Brothers chutait, alors c'était la naissance aussi, l'émergence, on va dire, en 2009 aussi, Evergrande qui rentrait en bourse. En 2017, ils ont été cotés, ils sont allés à $30, comment on appelle cette cotation-là. Alors, il a été même dit que c'était la meilleure entreprise chinoise en cette période-là. Parce que le géant chinois venait de se réveiller. Alors, ce qu'on va faire, nous allons regarder un extrait de la vidéo de 2021. Ensuite, nous allons revenir pour continuer cette vidéo vraiment assez intéressante. Une entreprise d'immobilier chinoise qui s'est lancée en 2008. En 2008, n'oubliez pas d'abord que avant que nous attaquons véritablement Evergrande, nous devons remonter un peu pour aller en 2008, mais parler aussi de Lehman Brothers, qui a été une grosse banque, qui a aussi, c'est-à-dire une grosse entreprise, disons, d'immobilier, pas une banque, une grosse entreprise d'immobilier qui a chuté, n'est-ce pas? Donc, cette entreprise d'immobilier, on peut dire c'est le reflet aussi pour la Chine, qui est Evergrande aussi, qui est une entreprise d'immobilier. Maintenant, si on a compris Lehman Brothers, la crise des subprimes, on va comprendre mieux aussi ce qui se passe actuellement en Chine et quel sera l'impact. Comprenez que Lehman Brothers, comme je le disais, c'est une entreprise d'immobilier américaine du 19e siècle qui a été lancée. Et donc, jusqu'en 2000, c'est-à-dire que lorsque l'entreprise a été lancée, l'entreprise performait. L'entreprise performait, donc c'était devenu une icône aux États-Unis et tout ça. Mais en 2008, l'entreprise a fait des choix qui ont fait chuter l'entreprise. Une petite entreprise peut évoluer et puis perdurer dans le temps. Mais une entreprise peut commencer à évoluer et aller à la vitesse grand V et puis chuter sans que personne ne voit venir. Même les États même ne voient pas venir. C'est ce qui est dangereux et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont pris des risques énormes dans l'immobilier.
Généralement, on ne fait pas des spéculations sur l'immobilier, mais eux, ils font des spéculations sur l'immobilier. Ils sont en train de mettre, ils ont mis des chantiers. Et ces chantiers, pendant que les chantiers sont en train de se construire, ils ont commencé à faire des spéculations sur les prix de l'immobilier, à donner des hypothèques aux Américains. Tu peux venir prendre de l'argent à la banque, aller construire, la banque peut aller construire pour toi, et puis après tu vas échelonner, payer. En tout cas, ils ont commencé à faire des prêts énormes. Ils ont fait vraiment d'énormes prêts aux Américains. Et donc, il se trouve que les prix qu'ils avaient déjà donnés auparavant, par exemple à l'emprunteur, ils ne pouvaient plus payer. C'est-à-dire que l'emprunteur, même s'il payait à ce prix-là, ça ne les arrangeait pas parce que le prix auquel eux se sont donnés, les prix n'ont pas suivi. Et donc, c'est ce qu'on appelle la surfacturation qu'ils ont fait, si on veut voir. C'est-à-dire une maison peut coûter 5 millions, en vérité, eux ils te disent la maison coûte 5 millions et 10 millions. Et donc, puisque c'est un prêt hypothécaire, donc toi tu vas accepter. Mais il se trouve que l'immobilier a tellement été dans la spéculation que au lieu de 10 millions que la maison devrait coûter, en vérité la maison est descendue peut-être autour de 3 millions, la valeur réelle de la maison. Et donc la banque ne peut pas rentrer dans ses fonds. Et donc imaginez-vous que cela a été fait sur des millions de personnes. Et donc la banque rentre à ce qu'on appelle un défaut de paiement. Ne peut pas honorer ses fournisseurs, et donc la banque est obligée de déclarer faillite. Et la banque, en déclarant faillite, comme on appelle l'entreprise ici, en déclarant faillite, l'entreprise d'immobilier ici, en déclarant faillite, était à 619 millions de dollars de dettes. Donc ils n'ont pas pu honorer ça, et donc du coup, Lehman Brothers, cette entreprise d'immobilier, était en cessation de paiement de ses fournisseurs et de tous ses créanciers. Et donc, l'effet, comme on les appelle des entreprises systémiques, si c'est une banque, on parle de banques systémiques. Mais ici, c'est une entreprise systémique. Pourquoi une entreprise systémique? Parce que il est tellement grand que souvent même sa fortune est grande qu'un pays. L'entreprise est tellement grande que sa fortune même peut être grande qu'un pays. Et donc, le fait que l'entreprise était tellement énorme, le fait qu'il est rentré en cessation de paiement, l'effet ça a eu effet sur les banques. Pourquoi les banques où l'entreprise partait faire des emprunts ne peut plus payer ses banques? Et d'une banque à une autre, effet de domino, ça touchait l'économie mondiale. Et donc, comme vous savez déjà, les banques aussi, quand ils sont en difficulté, ils saisissent le compte des particuliers pour payer leurs dettes. Ça, c'est une clause que quand vous partez dans une banque, que vous signez un papier, ça fait partie des clauses que vous signez, ça est en petit caractère, tu ne vas pas prendre le temps de lire. Mais le jour où il y a un problème là, la banque a le droit de saisir toi ton argent pour payer elle ses dettes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont saisi le compte des particuliers, des gens qui ont épargné pendant 40 ans, dans, comment on appelle, les fonds de retraite des gens ont été saisis. Et puis ce n'est pas allé quelque part. Et donc c'est dans ça que Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin. Parce qu'il a dit qu'il fallait trouver un système qui n'est pas sous le contrôle des États, qui ne peut pas, c'est-à-dire, venir prendre la fortune de quelqu'un comme ça, sans qu'il n'y ait, c'est-à-dire que de possibilités de recours. Il a créé le Bitcoin, une monnaie décentralisée, une monnaie anonyme, une monnaie qui est sans frontières et qui n'a pas de banque centrale pour dire que voilà, on peut saisir ici ou on peut augmenter. Non. Il y a un protocole que tout le monde suit et tout le monde connaît. Il n'y a pas d'hyperinflation, il n'y a pas d'inflation. Parce que l'unité de mesure, c'est 21 millions de bitcoins qui peuvent être émis. Donc, pour continuer, sur quand Lehman Brothers a été touché, ça a touché vraiment l'économie mondiale et la crypto-monnaie est née en 2009, juste après cela. Cette fois-ci, nous sommes encore dans le même schéma encore, parce que c'est comme un cycle, hein. C'est comme un cycle. 2009, aujourd'hui on est en 2021. Voilà encore une autre entreprise chinoise, cette fois-ci ce n'est plus américaine, mais c'est une entreprise chinoise cette fois-ci, d'immobilier encore, qui fait encore actuellement parler d'elle parce que qui est en phase d'aller vers une chute qui est vraiment visible. Pour ceux qui regardent l'économie, la macroéconomie, cette chute vraiment sera vraiment difficilement contrée par la Chine. Parce que la Chine même a des problèmes. Et donc je ne pense pas qu'avec tout ce qui est en train de se passer, ils pourront contrer cela. Et
Parlons même des ventes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc, eux, Evergrande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé, quand la société a été créée, parce que la Chine en 1996, c'était le géant qui se réveillait. C'était le géant qui se réveillait, donc ils avaient besoin de logements et tout ça. Et donc, Evergrande, qui est une société d'immobilier, qui est créée par un entrepreneur qu'on appelle Chu Jia-ying, le PDG, qui lance, comment on appelle, un grand chantier avec plus de 1300 projets d'immobilier, 1300 projets d'immobilier qui vont se déployer sur 280 villes chinoises. Vous voyez la taille du projet. Et donc, pour les premières années, ça a pris, hein, ça a pris parce que la fortune même de l'entreprise a commencé à croître. L'entreprise a commencé à faire beaucoup de bons chiffres. C'est-à-dire que jusqu'à le chiffre d'affaires en 2020, c'était 73,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. De sorte que l'entreprise a été classée comme la 3e fortune chinoise. Est-ce que vous voyez? Donc, l'entreprise aussi emploie plus de 123 000 personnes. Et l'entreprise aussi fait travailler encore jusqu'à 8 millions de personnes que l'entreprise fait travailler. C'est-à-dire, on va dire, des sous-traitants, des entreprises fournisseurs, en tout cas plus de 8 millions de personnes que l'entreprise fait travailler. Vous voyez déjà la taille de cette entreprise. Donc, souvent, quand vous faites quand vous faites du progrès dans l'entreprise, si vous n'avez pas de bons conseillers, vous allez prendre de mauvaises décisions. Voilà les décisions que l'entreprise a commencé à prendre. Première des choses, ils ont commencé à s'exporter dans plusieurs secteurs d'activité. Ils ont commencé par le secteur alimentaire. Dans le secteur alimentaire, ils sont allés créer, comment on appelle, de l'eau minérale. Ils ont créé de l'eau minérale. Et l'eau minérale, comment on appelle, Evergrande, qui a commencé à circuler en Chine. Ensuite, il y a eu le secteur de l'automobile. Ils ont créé la voiture électrique, un peu comme Tesla là, pour Elon Musk. Ils ont créé leur voiture électrique. Ça, c'est la structure d'immobilier qui est en train de devenir une grande filiale. C'est-à-dire en faisant plusieurs activités en même temps. Donc, alimentaire, automobile. Ensuite, ils continuent même jusqu'à dans le sport, dans la santé et puis dans le sport. Dans le sport, ils ont créé... En fait, il y avait un club à Canton où l'entreprise se trouve. Et il y avait un club là-bas de Canton qui était en 2e division. Ils ont soutenu ce club-là au point que 4 ans après, le club a pris la ligue chinoise. Et donc, du coup, le club, pour récompenser le club, l'entreprise Evergrande a créé un stade de 100 000 personnes pour le club. Ensuite, a créé encore un centre de football, hein, une école de football pour, comment on appelle, l'équipe des cantons. Donc, du coup, vous comprenez que l'entreprise a commencé à prendre des décisions parce qu'il se sent fort. Donc, commence à prendre des décisions, Mais est-ce que ces décisions sont mûrement réfléchies ou bien c'est l'effet du succès qui monte à la tête de l'entreprise? L'entreprise ne se limite pas à ça. L'entreprise continue pour aller faire comment on appelle, des emprunts. Et ils vont emprunter vers qui? Vers des capitales risqueurs, des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, c'est des fonds qui n'ont pas pitié. Hein. Même si tu es un pays, que les banques refusent de te donner de l'argent, tu peux te diriger vers ces fonds-là. Tu as une entreprise, tu n'as pas d'argent, ou bien les banques refusent de te faire des frais. Ces fonds d'investissement, on appelle des capitales risqueurs. Eux, là, ils peuvent te donner de l'argent. C'est des fonds souvent anonymes. Ils te donnent de l'argent. Mais fais attention. Fais très attention avec cet argent. Il ne faut pas perdre. Et l'entreprise est allée prendre de l'argent avec ses fonds. Et en allant prendre de l'argent avec ses fonds, l'entreprise s'est endettée jusqu'à 40%. Et l'argent de l'entreprise, ça vient de ses dettes. Ce n'est pas encore pourri. L'entreprise a commencé à faire l'émission encore de certaines actions. Or, il se trouve que l'entreprise n'avait pas encore fini ça et a commencé à créer le plus grand stade au monde.
Et le plus grand stade au monde, l'entreprise n'a même pas encore fini de terminer ça. Hein. Le plus grand stade au monde n'ont même pas encore terminé ça. Et ils ont commencé à avoir... Voilà, donc vous avez suivi un extrait de la vidéo de 2021 que je vous invite à aller regarder dans son intégralité. Plein d'informations qui tous les aspects de la macroéconomie, de la microéconomie et jusqu'à au niveau du Bitcoin et du reste des crypto-monnaies. C'est une vidéo assez intéressante qui vous tient en haleine jusqu'à la fin, plein de suspense. Alors, c'est la suite de cette vidéo que nous sommes en train de faire ici. Alors, Lehman Brothers a chuté en 2009. Alors, cette entreprise de l'immobilier aussi voit le jour. Voilà, Evergrande qui rentre aussi en bourse et fait ses exploits. Mais il va venir copier les mêmes choses que Lehman Brothers, ce qui est vraiment bizarre, comme s'ils n'avaient pas de conseillers. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils achètent massivement les terrains. Quand ils achètent massivement les terrains, ils commencent à spéculer directement sur ce terrain par rapport aux logements qui ne sont pas encore construits, mais qu'ils vont construire. Alors, ils te disent, par exemple, le logement, le terrain qu'on a payé aujourd'hui, voilà, on va mettre un immeuble dessous, on va mettre tel appartement, alors, telle maison qu'on va construire, ça va coûter peut-être 5 millions. Et donc, alors, ils spéculent là-dessus, alors que déjà, ce n'est pas encore construit. Et donc, la liquidité que les gens vont leur envoyer, ils prennent cette liquidité maintenant pour aller chercher encore de l'argent auprès des prêteurs, des capital risqueurs. Ensuite, maintenant, ils vont venir construire le logement. Alors, il se trouve qu'après l'immobilier commence à avoir des problèmes. Alors, les prix qu'ils ont dit, alors l'immobilier n'arrive même pas à arriver à ce prix-là. Et donc, du coup, ils font défaut de paiement auprès de leurs investisseurs. Voilà comment, en cascade, voilà, cette entreprise commence à chuter. Alors, dans cette chute-là, l'entreprise a aussi commencé à se diversifier en créant des choses inhabituelles, en allant dans des secteurs inhabituels, tels que le secteur, voilà, comment on appelle, de l'agroalimentaire, où ils sont allés faire, voilà, des sociétés comment on appelle, de production de l'eau. Ensuite, d'autres choses qu'ils ont fait dans l'agroalimentaire, ils sont allés se diversifier pour aller au niveau, voilà, comment on appelle, de la construction de stades. Alors, ils ont créé un stade au niveau de Canton, alors qui est la localité dans laquelle, voilà, ils sont. Evergrande a été créé dans cette localité où le fondateur se trouve. Alors, du coup, ils ont participé massivement à l'essor de l'équipe locale de cette zone-là. Et donc, de ce fait-là, tous les investissements qui ont été faits sont des investissements assez risqués. Et donc, néanmoins, l'équipe a été l'une des équipes favorites à cette période. Ils se sont même limités à ça. Après avoir aidé l'équipe, ils ont pris l'ambition de créer, voilà, le plus grand stade au monde. Et voilà comment en cascade tout commence à s'enchaîner. Après, ils ont créé encore la voiture électrique pour faire la concurrence à Tesla. Et tout ça, les Chinois n'ont pas suivi, les Chinois n'ont pas payé comme ils auraient voulu. Et donc, en cascade, tous ces investissements risqués commencent à avoir un impact sur les finances. Ils vont même jusqu'à emprunter au capital risqueur. Alors, ces géants-là, qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, mais ils viennent te donner cet argent avec des intérêts extraordinaires qu'ils vont récupérer. Et en cas de faillite, eux-là, même si c'est le fond de la caisse qui t'aide et ils viennent prendre ça, c'est pas leur problème. Alors, c'est ce qui s'est passé. Alors, quand ils vont aller même jusqu'à aller encourager les employés à prendre des actions de la société, voilà, pourquoi? Parce que voilà, ils estimaient qu'à cette période, la société était assez rentable. Et donc, quand maintenant les fournisseurs commencent maintenant à réclamer de l'argent par rapport aux impayés, c'est là que l'État va aller fouiller et se rendre compte qu'ils ont pris plusieurs obligations, des dérivés, voilà. Et tout ça, et ces dérivés qu'ils ont pris, c'était vraiment des obligations pourries qu'ils ont achetées, alors qu'ils ne pourront jamais récupérer les fonds. Alors ils sont allés vendre tout ça aussi aux différents investisseurs qui ne vont jamais aussi récupérer. Alors l'État a lancé la lettre pour dire donc à commencer à rembourser aux différents créanciers, à commencer par les Chinois. Alors les Chinois, ils sont allés remplir les locaux de la société, mais il fallait d'abord gérer pour le côté des Chine. Alors tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont liés à cette banque qu'on appelle, à ce fonds qu'on appelle, comment on appelle, ce sont on va dire que ce sont des entreprises systémiques. Entreprise systémique, ça veut dire que il est tellement gros qu'il ne doit pas tomber.
Parce que dans sa chute, il entraîne par effet de domino plusieurs autres entreprises. Alors depuis 2021, nous avons parlé de ça ici. Alors c'est ce qui s'est passé et par effet de domino, ça a commencé à s'enchaîner. Il y a Celsius qui s'est senti concerné par ça. Même Tether, nous allons revenir dessus. Voilà, l'USDT aussi a été exposé aussi à tout ceci. Voilà, en parlant peut-être de l'aspect côté crypto. Alors la liquidité, alors faisant défaut pour cette entreprise. Alors, puisque la liquidité fait défaut, Evergrande a commencé à chuter en cascade en entraînant dans sa chute plusieurs sociétés. Alors, toutes ces sociétés, alors qui veulent aussi avoir aussi les retours de leurs investissements, ils ne peuvent pas avoir passé les obligations qui ont été prises pour acheter. Les spéculations qui ont été faites n'ont pas été voilà, à la hauteur de ce qu'ils ont fait comme calcul. Les investissements aussi qui ont été risqués, des investissements dans le secteur des activités qu'ils ne maîtrisaient même pas véritablement, ils se sont lancés en prenant des risques et ils ont perdu de l'argent, mais il faut rembourser. N'oubliez pas que Evergrande, dans l'économie chinoise, côté de l'immobilier représente plus de 40% des ventes de logements en Chine. Alors, quelqu'un qui représente plus de 40% des ventes, s'il chute, forcément son impact va se ressentir même sur les fournisseurs chinois d'abord. Alors, toi en tant que fournisseur, tu t'envoies une entreprise d'immobilier pour pouvoir fournir les différentes maisons qu'ils vont mettre en place. Tu vas aller t'endetter auprès d'une banque. Alors cette banque aussi va aller s'endetter auprès d'une autre banque, peut-être en Europe ou aux États-Unis. Et donc, ton défaut de paiement va se ressentir jusqu'à la chaîne. Alors, ce qui fait de sorte que l'économie dans sa globalité sera touchée par ceci, pas forcément dans les meilleurs délais maintenant, mais dans la longue, l'économie mondiale est touchée par l'Evergrande qui est ce qu'on appelle, un fonds qui est systémique dans sa chute. Alors, tous ces impayés, au niveau des fournisseurs, alors l'État a demandé à ce que Evergrande fasse paiement. Alors l'État ne veut pas aller prendre les 300 milliards de dollars qu'Evergrande, alors en le faisant, en nationalisant Evergrande, l'État est en train d'encourager peut-être les géants qui sont là-bas à faire la même chose. Donc l'État a juste lancé la lettre et a demandé que les fournisseurs soient payés. Alors Evergrande s'est mis volontairement en faillite au niveau des États-Unis, s'est déclaré en faillite juste pour pouvoir échapper à certaines dettes. Et puis essayer de revendre en cascade très rapidement les entreprises qui pouvaient revendre les immobiliers qui sont restés inachevés, alors sur des terrains. Alors tout ça, ils ont essayé de vendre, mais ils n'ont pas réussi à cumuler parce que lorsqu'ils lancent des obligations, les délais arrivent. Quand les délais arrivent, que tu fais défaut de paiement, ça vient se greffer encore davantage sur ta dette. Alors, ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on avance, qu'est-ce qui se passe? Cette dette ne fait que grossir. Alors, beaucoup de banques, beaucoup de fonds d'investissement seront impactés par tout ceci. Alors, c'est l'économie mondiale, dans sa généralité, qui risque d'être touchée par cette chute. Alors, dès que l'annonce même a été faite, le Bitcoin a plongé du nez. Alors, du coup, toutes les crypto-monnaies ont chuté. Et donc, quand la question a été posée à Tether, alors, vous avez été exposés. Effectivement, ils ont dit qu'ils ont été exposés, mais que cela ne les affecte pas trop. Alors, plus de 30 milliards de dollars exposés au niveau de Tether. C'est-à-dire que l'USDT a été exposé jusqu'à hauteur de 30 milliards parce qu'eux voulaient se diversifier en payant des obligations. Ils sont allés prendre ces obligations au niveau chinois. Et voilà que l'entreprise qui a été sélectionnée a fait défaut de paiement. Alors, ces 30 milliards de dollars restent. Alors, on va dire, dans l'air, on ne sait pas si ça serait récupéré ou pas. Alors, Tether fait croire que déjà, leur réserve de valeur, c'est au-delà de ça. Alors, c'était juste une petite exposition pour pouvoir fructifier et diversifier les différents placements. Alors, la chute qui s'est avérée sur le Bitcoin, sur le reste des crypto-monnaies. Alors, quand il y a la peur dans le marché, qu'est-ce que les gens font? Ils vont chercher quel est l'actif par lequel ils vont pouvoir sauvegarder leurs fonds. Alors cet actif, par ricochet aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Alors l'argent quitte par le fait de la peur, parce que les obligations par lesquelles les gens partaient pour aller mettre de l'argent, ils disaient même qu'au niveau des États-Unis, on donne 2%, 3%, alors qu'en Chine, c'était à 10%. Maintenant, avec cette récession qui est en train de venir, et puis même il y a encore une autre chose, Evergrande, dans sa chute-là, avait commencé à promettre aux gens de donner jusqu'à 31%. Vous imaginez, jusqu'à 31%
qui donnait comme intérêt. Tu n'as même pas encore fini de gérer pour 10%, c'est 31%, tout ça. Et après, quand le régulateur des obligations a vérifié et a vu que les obligations sont pourries, ils ont révélé ça au monde entier. Parce qu'en cachant ça là, demain quand c'est découvert, c'est comme si c'est la Chine qui doit prendre le pouvoir. Donc ils ont révélé ça. Donc en révélant aussi, toute personne qui avait déjà payé ses obligations, dit, il faut nous donner notre capital là même. Ils n'ont pas l'argent pour donner. Et donc vous comprenez que les fuites des capitaux vont aller vers le Bitcoin, vers les crypto-monnaies. Et c'est là que la crypto-monnaie, dans sa globalité, sera touchée. Au départ, ça va chuter. Et donc, du coup, par la suite, maintenant, les gens vont prendre cet argent, venir foutre ça dans le Bitcoin. Et c'est ce qui va envoyer le Bitcoin à des sommets inespérés, 100 000 $, 200 000, voire 1 million de dollars pour les années à venir. C'est pourquoi, quand Robert Kiyosaki disait que, voilà, la chute de certaines banques qu'on a vues, comment on appelle, même certaines banques de crypto, alors, toutes ces banques que nous avons vues, alors il dit que c'est un effet domino, mais qui ne va pas se ressentir. Mais le jour où ça va se passer, le crash, ça ne va pas venir t'informer pour dire, demain là, c'est là le crash. Ce sont des événements que vous voyez souvent anodins, et ce sont ces événements qui se mettent ensemble, et la somme de ces événements maintenant crée ce qu'on appelle, voilà, cette implosion. Alors, cette explosion à l'intérieur même de la structure, et donc du coup, ça commence à éclabousser tout le reste de l'économie. Voilà ce que Robert Kiyosaki dit depuis des années pour dire, alors, ce qui s'est passé avec les Man Brothers, alors sera petit par rapport à la crise qui est en train de ça. C'est ce que, voilà, Robert Kiyosaki dit, alors préparons-nous à l'impact, parce que tout ça, les gens vont aller investir dans les crypto-monnaies, Bitcoin et tout ce qui est, voilà, crypto-monnaies assez solides, qui ont des fondamentaux, le Shiba, l'Ethereum, le Cake, le BNB. Alors, tous ces crypto-monnaies vont voir, lorsque le Bitcoin va être assiégé, alors le reste de ces crypto-monnaies vont être touchés. Alors, c'est pourquoi on dit, il faut savoir sur quelle crypto-monnaie il faut investir. En ce genre de période de peur, il faut savoir sur quelle crypto-monnaie il faut investir. Parce que ceux qui construisent pendant la période de baisse sont ceux qui vont gagner pendant la période de hausse. Mais c'est sur quoi on doit investir? La question reste posée. Alors, il faut savoir choisir la crypto-monnaie. Alors, déjà, vous savez que le Shiba aujourd'hui, avec le Shibarium qui est lancé, le Shiba épouse les attributs du Bitcoin. Alors, voilà une crypto-monnaie avec laquelle il faut compter pour les années à venir. Parce que déjà, avec ces fondamentaux qui sont en train d'être mis, et même le Shi qui n'est même pas encore lancé, alors tout ça, ce sont des choses qui vont venir donner encore de la quintessence au Shiba. Et donc, vous devez vous préparer à l'impact. Parce que Evergrande, monde traditionnel, mais qui aura un impact, voilà, du coup positif par la suite sur les crypto-monnaies. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, quand parlant même du Shiba, haute actualité, alors Robinhood a un certain réserve, voilà, de plus de 100 et quelques millions de dollars en Shiba. Alors, tout ceci, alors selon certains observateurs, alors, comment on appelle, BlackRock détient aussi du Shiba. Pourquoi? Parce que on demande à ce que certains géants, voilà, plus faire du custody. En faisant du custody, ils vont aller donner ça à Coinbase ou à Robinhood pour garder pour. Alors, par ricochet, c'est comme c'est BlackRock qui possède du Shiba. Alors, en entendant ce genre de propos, alors qu'est-ce que toi ça te dit? Comme je l'ai dit toujours, suivez la trace de l'argent. En suivant la trace de l'argent, vous vous rendez compte que quand ces géants-là font de l'accumulation, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il faut savoir où l'argent est en train de partir. Quand les Rothschild, voilà, ont vendu les actifs avant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont vendu en 44, en 42, ou en tout cas quand ils ont vendu avant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé à vendre les actifs. Quelques temps après, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Quand en 2018, ils ont commencé à vendre les actifs, en 2018-2019, après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a vu la chute, voilà, des marchés suite à quoi? À la Covid-19 qui est venue se pointer. Alors, tout ça, quand on dit suivez la trace de l'argent, quand vous suivez ici la trace de l'argent, vous savez où les gens sont en train de partir et qu'est-ce que les gens sont en train de faire. Alors, l'accumulation se fait au niveau des baleines aujourd'hui, du Shiba, des PP et d'autres crypto-monnaies. C'est ce qu'il faut regarder pour savoir où tu vas mettre ton argent. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, au niveau des différentes formations que nous faisons,
Alors nous essayons de rentrer dans tous ces détails-là pour montrer la corrélation, pour permettre aux gens d'investir sur les meilleures crypto-monnaies. Parce que n'oubliez pas, les crypto-monnaies vont monter en 2024-2025, mais ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui vont bénéficier de cette croissance extraordinaire. Alors certains crypto-monnaies même ne vont pas atteindre les ATH. Certains vont atteindre, d'autres même ne vont pas s'approcher de ça. Alors, comment est-ce qu'on détecte ceux qui vont aller même à les ATH, même à chercher à dépasser, comme la même Bitcoin va faire, voilà, forcément 69 000 $ sera dépassé, ce sera totalement dépassé. Alors, quelles sont les autres crypto-monnaies qui vont dépasser les ATH? Parce qu'on dit, voilà, le marché haussier, mais le marché haussier, là, alors quelles sont les crypto-monnaies qui vont en bénéficier largement? C'est la question là qui est la question à 10 000 $ là qui est là. Alors, pour cette formation, alors, allez vers le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth au niveau de la bourse de travail de Treichville. Alors, ça se tiendra le 9 septembre prochain. Alors, allez interagir pour que vous puissiez profiter de toutes ces informations afin de vous préparer sereinement dans la sécurité pour le bull market. La formation au niveau de Korogo, c'est prévu le 7 et le 8 octobre prochain. On entre en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Koné pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, c'est le 22 et le 23. Alors, le 22 et le 23 septembre, alors rentrons en contact avec le leader Yapi pour les différentes inscriptions. Alors au niveau de l'international, au Burkina Faso, c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Alors cette formation se tiendra le 25 et le 26 voilà, novembre prochain. Voilà, au niveau de Ouagadougou, San Pedro nous accueillera autour du 2 et du 3 pour cette fois-ci la 5e édition. Alors, c'est avec le grand leader qu'on appelle Teibi Joseph. Alors, cette formation, alors ça sera en décembre, début décembre, 2-3 décembre prochain. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.